Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur 01net TV. C'est la rentrée pour Village Startup. Vous le savez, tous les mois, on vous fait découvrir des startups innovantes ici au Village by CA et on est ravis de vous retrouver pour cette rentrée 2018. Jérôme, bonjour. Salut François, nous allons recevoir 3 startups aujourd'hui. On va parler de signature électronique à la française. On va parler d'un assistant vocal qui ne capte pas vos données personnelles. On est en plein dans l'actualité, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Et puis on va parler d'une application mobile pour les personnes qui souffrent d'acouphènes, vous savez, les sifflements dans les oreilles. Et puis on retrouvera aussi notre rendez-vous avec le coach Fabrice Marcella, le maire du Village by CA. Et avec lui, on parlera du CES quand on est une startup. Comment prépare-t-on le CES? On verra ça avec lui dans quelques minutes. Bienvenue dans ce Village Startup. Signer un contrat sur son ordinateur ou sur son smartphone d'un simple clic. Ça, c'est possible. Ah ouais. Oui, ça existe depuis un certain temps déjà. Et c'est mieux quand même qu'une signature sur un bout de papier quand même, franchement. Mais c'est pas simple, François, parce que ça fait appel, il faut de la technique, il faut un respect des normes juridiques, etc. Et c'est l'objet de la startup YouSign, représentée aujourd'hui par Éric Chevalier. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour. Alors vous le savez, vous connaissez le principe de Village Startup, mais si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Voilà. Et pour nous présenter YouSign, c'est parti. Donc alors YouSign, c'est une société française qui est spécialisée, on le disait, dans la signature électronique. Tout à fait. YouSign est un éditeur de logiciels français spécialisé dans la signature électronique et tiers de confiance. C'est-à-dire que nous délivrons des certificats électroniques qui permettent à nos clients, entreprises, de signer des documents avec une valeur juridique légale. Puisque beaucoup d'entreprises croient faire de la signature électronique, alors qu'en fait, la signature des documents n'a aucune valeur juridique. Aïe. Un simple clic dans une signature n'est pas une signature électronique. C'est pas valable. Ça n'est pas valable. Alors, excusez-moi, mais je vais mettre peut-être un peu les pieds dans le plat. Avec Jérôme, ça fait quelques années qu'on est dans le monde des nouvelles techno et je crois que ça fait, 15 ans qu'on parle de signature électronique, franchement. Et on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Pourquoi on se pose encore la question de savoir si ça marche ou pas aujourd'hui? Eh bien, effectivement, vous avez raison, la signature électronique existe depuis 18 ans, mais à l'époque, il fallait un token, donc une clé USB, pour mettre dans son PC et signer un document. C'est pour ça que pendant 15 ans, la signature électronique ne s'est pas démocratisée, car c'était trop complexe techniquement. Ah, il fallait obligatoirement une clé USB? Il fallait obligatoirement une clé USB, un dispositif. Et qui s'en servait de ça? Il y avait des gens qui s'en servaient, mais quand même? Il y avait des notaires, des professions réglementées, des avocats, mais c'était très limité. L'État également s'en servait pour les appels d'offres publics. Mais ça, avec la clé, c'est pour la signature électronique incontestable, on va dire. C'est ça, mais ça l'était également pour les signatures électroniques, puisqu'il y a 3 niveaux de signature pour les entreprises, et 99% des cas d'usage sont des signatures dites simples et des signatures avancées, où le dispositif technique de clé était requis. Et les 2 fondateurs, c'est la genèse de la création de YouSign en 2003, mes 2 associés fondateurs, qui sont un peu plus jeunes que moi, 29 ans les 2, et ils se sont dit, il faut créer un dispositif cloud permettant à nos clients de signer sur smartphone un document avec la même valeur juridique. Sans cette satanée clé USB. Voilà. Sans cette satanée clé USB. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 3 ans. Alors c'est très simple, on envoie, donc notre plateforme permet d'envoyer le ou les documents à signer par email. Les signataires, vous recevez un email avec un lien de signature. Donc il n'y a pas de pièce jointe? Il n'y a aucune pièce jointe pour des questions de sécurité. Et en cliquant sur le lien, vous pouvez relire le ou les documents. Et ensuite, YouSign vous envoie un code SMS, à l'instar des achats qu'on fait en ligne avec sa banque. Par carte bancaire, etc. Et en apposant le code SMS au niveau de sa signature, ça valide juridiquement le document. Mais il faut préalablement que je vous communique mon numéro de portable. Absolument, tout à fait. Et on est compliant avec le RGPD, et on vient d'obtenir un visa de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui a enregistré YouSign comme un prestataire de services de confiance qualifié. D'accord. Alors ça peut s'adresser à quel type de métier, quel type de document on peut signer avec ça? Alors aujourd'hui, au bout de 5 ans, on a 1500 clients qui vont de la start-up
au groupe CAC 40. Donc il y a vraiment tous les métiers qui peuvent utiliser notre solution. On est très présent dans l'immobilier pour tout ce qui est compromis de vente, les signatures de baux. Les gains de productivité sont importants puisqu'on n'a plus besoin d'imprimer de papier. L'impression d'un document signé électroniquement n'a aucune valeur légale. Donc on est encore dans une phase de pédagogie active où on explique à nos clients que dès lors que le document PDF est signé, c'est un original au sens de la loi. De la même manière, ce client peut faire plusieurs copies de ce document électronique. Il aura 2, 3, 4 originaux en main. D'accord. Donc vraiment penser aux économies et puis également à protéger la planète. Donc ça veut dire qu'il y a finalement, en vous écoutant, qu'il y a plein de documents qui ont été signés électroniquement qui n'ont aucune valeur juridique. C'est rassurant ça, non? C'est rassurant pour nous puisqu'on a encore de belles parts de marché. Enfin même les deux parties, c'est attaquable juridiquement. C'est attaquable juridiquement, absolument. Ah ouais, il y a eu déjà des jurisprudences, des choses comme ça qui ont annulé. Il commence à y avoir des jurisprudences qui ont annulé effectivement des cas d'usage où la signature n'était pas une signature électronique. Moi j'avais une petite question concernant le mobile, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tous un téléphone, c'est une part importante, le mobile pour signer justement un document? Alors c'est intéressant cette question, parce qu'on observe sur les deux dernières années que le processus de signature s'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la majorité de nos clients signent sur smartphone, alors qu'il y a encore 2 ans c'était sur PC. Bien sûr, puisqu'on fait de plus en plus de choses sur smartphone, y compris des achats, etc. Absolument. Qui sont vos concurrents aujourd'hui? Alors nos concurrents, on a quelques concurrents français, donc des très grandes sociétés comme une filiale de La Poste. Et on a qui s'appelle DocaPost. Tout à fait. Voilà. Et on a un très gros concurrent américain. D'accord. Là, on parle depuis tout à l'heure de B2B, hein, mais est-ce que vous envisagez de développer ce type de service pour le grand public? Est-ce que ça a un sens? Alors oui, ça a un sens. Aujourd'hui, on est focusé sur le marché B2B parce qu'il y a déjà beaucoup à faire dans les années à venir. Mais il est vrai qu'on observe sur notre plateforme de plus en plus d'individus qui achètent quelques signatures pour renvoyer leur contrat bancaire, leur contrat d'assurance, plutôt que d'éviter oui, c'est beaucoup plus souple d'imprimer son document et de l'envoyer par la poste. Voilà, alors je sais que vous avez un concurrent à la poste, mais ça serait pas mal qu'on arrête d'être obligé de signer un recommandé. On a l'impression d'être dans une autre époque, mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Complètement, on est très présent dans l'immobilier et aujourd'hui il est possible de dématérialiser complètement la chaîne. On a notamment un partenaire pour tout ce qui est recommandé électronique qui permet vraiment d'éviter le papier sur tout le processus. Parfait, nos 6 minutes sont passées, on a tout compris. Merci beaucoup Éric Chevalier. Merci à vous. Rappelons que vous êtes le directeur général de YouSign. Vous restez avec nous, la suite de ce village startup dans un instant et on va évoquer la reconnaissance vocale à la française. Et voilà. Attention, vous savez que Village Startup, dans les conditions du direct, il faut vite que nos invités, il y a une espèce de valse des invités. On les brutalise un peu là. Voilà, Noémie les pousse sur des dos d'invités. Cela dit, ils ont de bons dos, hein, de jolis dos. Nous accueillons Yann Léchelle, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. De la société Snips, S-N-I-P-S. Alors Snips, c'est une start-up, mais qui a déjà quelques heures de vol, je dirais, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle au service de la reconnaissance vocale, plutôt orienté B2B jusqu'à présent, mais vous avez un projet qui nous concerne tous maintenant, qui est un projet, encore à ce stade, d'assistant vocal, un Amazon Alexa à la française, qui fonctionnera avec votre technologie, et vous dites que, contrairement à Amazon, vous ne récupérerez aucune donnée personnelle. T'as tout dit, je pense que notre invité peut repartir. Il faut qu'il nous explique tout ça, notre invité, parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc je lance le compteur, ok? Alors on vous écoute. Qu'est-ce que c'est Snips? Alors, comme vous le disiez, en effet, c'est une technologie de reconnaissance vocale. Et la distinction par rapport aux autres technologies, c'est qu'elle fonctionne en local, c'est-à-dire à même l'appareil. Contrairement aux autres soi-disant smart speakers, qui ne sont pas smart du tout, qui sont des microphones qui envoient la parole, la voix, pour la traiter et la comprendre côté cloud, c'est-à-dire soit à Seattle, soit à Cupertino, soit à Mountain View. C'est-à-dire que finalement, in fine, moi j'aurais presque pas besoin de connexion Internet pour que votre système fonctionne? Tout à fait. Alors il faut distinguer l'interprétation du langage naturel et de l'aspect transactionnel, ce qui se passe après. En l'occurrence, quand on veut allumer une lampe,
il n'y a pas de raison que la voix aille à l'autre bout de la planète. Ça, il y a Cupertino pour que je mette en route. Donc en fait, cette partie-là commence à créer des points de friction avec ce qu'on appelle les données personnelles et la vie privée. C'est-à-dire que s'il y a une écoute active ou semi-active qui est donc envoyée à l'étranger, il y a des risques pour les citoyens, il y a des risques supranationaux, l'espionnage, c'est un souci. En revanche, lorsqu'on dit à un assistant vocal commande tel article, évidemment il y a un aspect transactionnel. Bien sûr, là on est obligé d'être connecté. Tout à fait. Donc en fait on a résolu la problématique du traitement du langage naturel en local. Ça c'est une technologie en propre qu'on a développée après 3 ans de R&D et qui aujourd'hui est vendue pour créer des assistants en marque blanche. Et fort de cette technologie, on s'est dit que finalement, il n'y a pas de raison. On devrait créer un objet qui serait achetable par des consommateurs, par le grand public, en français mais pas que, donc français, anglais, allemand, japonais à ce stade, d'autres langues sont prévues d'ici la fin de l'année, pour leur offrir un assistant véritablement décentralisé autour d'un App Store qui lui aussi serait complètement décentralisé. Ouais. Mais alors on sait que si notre voix est envoyée sur les serveurs, c'est pour être interprété parce que l'intelligence est dans le cloud comme vous l'avez dit, mais c'est aussi pour bénéficier d'améliorations qui pourront venir du fait que tout le monde envoie au même endroit finalement. Là dans votre système, est-ce que du coup ce n'est pas limité est-ce qu'ils peuvent fonctionner aussi bien? Parce que c'est vrai qu'on n'aura pas la puissance que peuvent avoir des serveurs qui sont, même s'ils sont à l'autre bout du monde, ont une puissance de calcul qui est phénoménale par rapport à ce qu'on peut avoir dans un appareil. Alors je pense qu'il y a une idée préconçue sur tout ce qui concerne le big data et notamment certains aspects du machine learning, de l'intelligence artificielle qu'on utilise pour créer des modèles qui interprètent le langage naturel en l'occurrence. Et donc chez Snips, on fait cet entraînement côté serveur et on le package de telle sorte à ce que ça fonctionne on the edge. Le edge computing, c'est une nouvelle grande tendance qui est la contrepartie du cloud. Et la réalité, c'est que quand vous interagissez avec Siri, Alexa et autres, le modèle côté serveur n'évolue pas pendant un mois ou une certaine durée. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit mettre à jour le modèle? Donc, par exemple, imaginons une machine à café qui doit interagir par la voix, soit elle est un satellite d'Amazon et de Google, soit elle est autonome, et dans quel cas elle peut fonctionner à la campagne, sans Wi-Fi, sans rien, pendant 10 ans, puisqu'elle sait faire une chose, le café, mais toutes les variations de café par exemple, elle le comprendrait naturellement. Donc il faut distinguer la partie interprétation du langage naturel dans un périmètre contrôlé et fini, ou dans un périmètre évolutif. Donc si le périmètre est évolutif, alors il faut mettre à jour. D'avoir toutes ces mises à jour en fait pour que ça fonctionne à partir du moment où ça marche. Tout à fait. Donc on peut distinguer encore une fois le périmètre linguistique qui correspond aux fonctions de l'appareil et on peut évidemment débrayer en mode cloud si nécessaire. Donc en fait notre approche est véritablement perpendiculaire au cloud par défaut. On est privacy by design. Bon, en revanche, vous êtes en face de géants. Ça doit être un peu compliqué d'attaquer les Amazon, les Apple, les Google, etc. Quels sont les acteurs, alors ne serait-ce que français, qui pourraient être intéressés par votre solution que vous vendez en marque blanche? Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure? Tout à fait. Alors a priori, tout le monde est intéressé, puisque qu'on le veuille ou non, la voix est la prochaine interface. Donc évidemment, on peut remercier les GAFA pour apporter en tout cas cette nouvelle tendance et ils ont vraiment démocratisé, ouvert la voie. Et d'ailleurs, ils ont, avec leur budget marketing, on peut leur dire merci aussi, ils vont éduquer nos futurs clients à utiliser la voix. Ensuite, c'est un choix pour nos clients, notamment en B2B. Ils ont le choix d'être un satellite, de se faire presque des intermédiaires par ces grands acteurs. Donc ça paraît tentant à premier abord, mais c'est assez dangereux d'un point de vue stratégique. Et dans un deuxième lieu, ils peuvent décider de créer des fonctions endogènes qui fonctionnent avec une technologie comme la nôtre, qui ne serait pas nécessairement, en tout cas, mutuellement exclusive avec une technologie GAFA. Parce que, bon, on évoque Orange qui va sortir son Jingo, je crois, c'est comme ça que ça va s'appeler. Qu'on attend toujours avec impatience. Qu'on attend toujours avec impatience. Est-ce que vous pourriez justement être la solution de reconnaissance vocale d'un opérateur ou d'un grand service à la française? Alors, tout à fait. Donc Jingo, en effet, est prévu pour très bientôt. Ce sont des projets qui sont très complexes. Donc, ils ont été imaginés il y a quelques années et ont été développés. Nous sommes sortis de R&D il y a 1 an, tout juste. Donc, on s'insère maintenant dans ces processus. On discute avec tous les opérateurs évidemment et eux, en tout cas ceux qui sont sensibilisés par l'approche privacy by design, vont s'intéresser à notre solution, donc à voir comment ça s'intègre dans leur dispositif.
D'accord. Et vous en êtes où? Ça fonctionne? Votre concept fonctionne? Complètement. Il existe un objet qu'on peut tester avec votre tout à fait, service? sauf que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'objet grand public, est prévu pour la fin de l'année 2019. Aujourd'hui, on a une technologie donc en marque blanche B2B et nous avons développé un kit pour les makers, ceux qui bidouillent sur des Raspberry Pi, des Arduino, etc. Mais pour qu'ils s'accaparent un peu. Tout à fait. Et donc ces personnes-là sont invités à acheter un kit de développement sur notre site. On en a vendu plusieurs centaines et peuvent très facilement en quelques heures développer leur assistant personnel en propre. On a 15 000 développeurs qui nous ont rejoints. Merci Yann Lechel. Merci à tous les deux. Merci Snips, beaucoup. donc intéressant. Hein, Passionnant. Et le site c'est snips.com.fr .ai. Voilà. Et oui, Artificial Intelligence. Et oui, il y a même des points AI maintenant comme ça. Alors vous restez avec nous. La suite de ce village startup, c'est tout de suite et on va parler e-santé. Jérôme, on poursuit ce village startup avec donc une startup dédiée à l'e-santé et plus précisément aux acouphènes. Les acouphènes, ce sont ces bourdonnements, ces sifflements dont sont victimes bien, des millions de personnes. Mais bien sûr, peut-être vous, avez-vous été victime d'acouphènes après une grosse soirée, une soirée en boîte de nuit, un gros concert, ou même on se couche parfois et on entend ces... Voilà. Oui, il y a même des gens qui en souffrent tout au long de l'année, tout au long de leur vie. Bonjour Lilian Delaveau. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous avez développé une application au sein de votre société, une appli qui s'appelle Diapason et qui prétend soulager les acouphènes. Alors vous allez nous expliquer tout ça en 6 minutes. Et voilà, c'est parti, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Tout à fait. Eh bien, Diapason, effectivement, c'est une application, mais avant tout, Diapason, c'est la première thérapie numérique pour les acouphènes chroniques. Donc vous en avez parlé, les acouphènes, c'est ces sifflements qu'on va entendre. Et pour 10% de la population, ces sifflements, en fait, ils ne sont pas uniquement après un concert, ils sont tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens se couchent et entendent ce siffler comme ça, ce sifflement. Ils se couchent, ou même parfois, il y a des gens qui disent, voilà, en repas de famille, en réunion, toute la journée, ils vont entendre ce sifflement. Ça peut devenir très très pénalisant. Ça peut devenir très pénalisant. Alors heureusement, 4 personnes sur 5, la bonne nouvelle, c'est 4 personnes sur 5 qui souffrent de ça, arrivent à les gérer, arrivent à les laisser un petit peu de côté dans leur conscience. Le cerveau lui-même arrive à les mettre de côté. Exactement. En fait. Mais la mauvaise nouvelle qui vient avec, c'est que du coup, une personne sur 5 parmi les gens qui ont des acouphènes chroniques n'arrive pas à vivre avec et ça devient vraiment une spirale infernale. Plus je fais attention à mon acouphène, plus il est obsédant et plus il est obsédant, plus il me gêne et plus j'y fais attention. C'est à ça qu'on veut répondre avec Diapason. Alors de quelle manière? Oui, voilà. De quelle manière? En fait, alors déjà le disclaimer, quand on parle d'acouphène chronique, il n'y a pas de pilule miracle. Et nous, on ne l'a pas non plus. Ouais. Par contre, ce qu'on a, c'est un ensemble de petites méthodes qui se basent à la fois sur l'acoustique et l'audition de la personne et à la fois sur la psychologie autour de cette obsession de l'acouphène. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des mini-jeux qui font intervenir du son, qui font intervenir des aspects psychologiques autour de l'acouphène pour, si vous voulez, désancrer ce sentiment négatif autour de l'acouphène et même, avec les thérapies acoustiques, réduire un petit peu au fur et à mesure le volume, le son de l'acouphène perçu. Mais concrètement, c'est quoi? C'est des sons que vous allez envoyer via l'application? À quoi ça ressemble? Des petits quiz, là, c'est ça? Oui, donc concrètement, effectivement, nous, ce qu'on voulait, c'est... On croit en un truc, c'est que la thérapie ne devrait pas être une contrainte. C'est le cœur d'Immersive Therapy, c'est que se soigner ne devrait pas être une opération contraignante. Donc, on avait un ensemble de méthodes à mettre en place et on a choisi le Serious Game pour mettre ces méthodes en place. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui acquiert Diapason, ce qu'on lui propose, c'est pas de s'asseoir tous les jours 20 minutes par jour et de faire sa thérapie avec un air un petit peu, voilà, c'est l'heure de la thérapie. C'est par des activités de 3 à 5 minutes, un petit peu le temps qu'on passerait sur un Candy Crush ou à regarder son téléphone pour autre chose. On a utilisé cette modalité-là, ce temps qu'on passe sur le téléphone pour y mettre de la pertinence. Donc voilà, ces activités de 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes, quel type d'exercice peut-on faire? Alors, par exemple, on a un exercice qui s'appelle la recette perdue. Alors c'est très simple, c'est un petit jeu dans lequel on doit faire une recette, on doit trouver des ingrédients à mettre dans un bocal, mais on n'a plus la recette et on ne sait pas lesquels c'est qu'il faut mettre dans la recette. Et du coup, on va cliquer sur tous les ingrédients et quand l'ingrédient émet le son de son propre acouphène, celui-là, il faut le mettre dans la boîte. Et le son de l'acouphène, le système le connaît parce qu'on a fait un bon diagnostic avant. Et ce qui se passe en fait, c'est que dans le cerveau de l'utilisateur, à ce moment-là, pour la première fois peut-être de sa vie, son acouphène a servi à quelque chose d'utile. Oui, donc évidemment, exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'on veut évidemment pas que la personne se dise youpi, j'ai un acouphène, mais on va, si vous voulez, introduire une forme de doute raisonnable dans le cerveau et dans l'inconscient de la personne, de manière à casser
le négatif systématique D'accord. de cet acouphène. Donc ça c'est un exemple, il y a des exemples plus sur la thérapie acoustique. Mais voilà. C'est assez subtil, mais alors, comment vous avez mis en place tous ces petits jeux? C'est avec des psychiatres, des psychologues? Comment ça marche? Des spécialistes des orthophonistes? Alors effectivement, il faut de la pertinence médicale pour travailler sur quelque chose comme Diapason. J'ai plaisir à dire parfois que concernant Diapason, on n'a rien inventé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis dans Diapason, ce sont des études qui ont déjà été réalisées sur il y a 5 ans ou il y a 40 ans pour certaines. Ce sont des, voilà. n'est pas un nouveau... Il y a 2000 ans, on en parlait déjà, sans rire, on retrouve des écrits là-dessus. Oui, ah oui, exactement. Alors le nom du philosophe en question m'échappe, mais voilà. Donc ce sont des thérapies qui ont été validées, et nous ce qu'on fait, c'est qu'on évite que ces thérapies ou ces traitements qui ont été validés restent sur les paillasses des laboratoires ou restent dans les cliniques. On leur offre une nouvelle manière de faire. Et on travaille évidemment avec des médecins ORL, dont le docteur Londero, qui a une ponte en la matière en France. D'accord, mais donc c'est à la fois un traitement mécanique, et puis vous apprenez aussi aux gens à gérer leurs acouphènes d'une certaine manière. Exactement. En fait, on sait, comme je vous l'ai dit, comme il n'y a pas une méthode qui marche, on a multiplié les approches. Et le but du jeu, si je peux me permettre justement, c'est que les gens trouvent ce qui leur convient. Donc nous on fournit une histoire à suivre qui justifie de faire non pas son traitement quotidien, mais une quête quotidienne dans l'esprit du jeu. Et on propose aux gens de découvrir un petit peu toutes ces modalités de thérapie et d'aller vers celle qui leur marche, qui leur va le mieux. Elle est disponible, elle est gratuite, cette appli? Alors cette application, elle est disponible à partir de janvier, et en fait elle est sur un modèle d'abonnement. En fait, ce qu'on propose, c'est une thérapie d'1 an qui revient à peu près à 12 € par mois. Donc c'est-à-dire un dixième du poste de dépense que représentent les acouphènes chroniques aujourd'hui. Donc on voulait que ce soit accessible, à la fois accessible dans la poche, accessible psychologiquement parce que ce sont des jeux, et puis accessible financièrement. Bien sûr. D'accord. Et alors au-delà du traitement des acouphènes, votre start-up ambitionne vraiment de s'attaquer à d'autres problèmes de santé? En fait, quand on parle d'acouphènes chroniques, rapidement on se met à avoir une certaine pertinence dans le domaine de la douleur chronique. Et on sait, je citerai la fibromyalgie ou certains traitements lourds, que c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des modes de traitement qui sont efficaces pour le corps, mais qui nous dépriment. Ou, voilà, la première maladie nosocomiale, c'est la dépression quand même. Il faut voir ça, autour de l'environnement, notamment du traitement cancer. Donc nous, effectivement, notre ambition, c'est de simplifier le quotidien des patients qui ont des pathologies chroniques et qui donc ont des traitements lourds. Notre premier exemple, c'est Diapason sur les acouphènes chroniques, mais demain, ça pourrait être autour du traitement cancer ou d'autres choses dont je ne peux pas encore vous parler, un peu de suspense. Bon, verrez alors. Dernière petite question, donc cette application sera disponible début d'année prochaine, mais j'imagine que vous avez fait des tests. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont testé cette application et qui ont vu leur acouphène, alors pas disparaître, mais en tout cas qui vivent mieux avec leur acouphène? Alors forcément, le temps impliqué depuis le début du développement fait qu'on n'a pas encore de traitement long terme, on n'a pas encore fait de tests long terme, donc on se repose sur nos études de base et sur les experts qui nous affirment que ce qu'on fait fonctionne. Bon, il y a une activité en particulier qui s'appelle l'inhibition résiduelle, et chez 8 personnes sur 10, on a réussi à faire disparaître de manière temporaire l'acouphène. C'est un effet court terme, mais qui a du sens. Parfait, merci beaucoup. Voilà, diapason-app.com, tout simplement. Parfait, merci beaucoup. Lilian Delaveau. Voilà, 10% de la population qui est victime d'acouphènes, c'est quand même important. On va terminer ce village startup avec Fabrice Marcella, le maire du village, et son coaching startup comme tous les mois. Bonjour Fabrice Marcella. Bonjour Jérôme. Bonjour monsieur le maire. Bonjour François. Très bien. Très bien. Du village Baïséa qui, vous le savez, clôt en quelque sorte chaque village start-up avec ses conseils start-up. Fabrice, vous êtes là pour motiver tous ceux qui nous regardent et qui ont envie peut-être de lancer leur start-up. Quand on arrive en septembre, il y a le stress du CES. Alors je dis stress parce que il faut qu'on se prépare. On se dit est-ce qu'on va y aller. On se dit aussi c'est peut-être c'est loin. C'est en janvier. Dans moins de 3 mois et demi. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça en fait. En tout cas, si on ne s'est pas encore posé la question de savoir si on veut y aller, j'ai peur que la réponse soit un petit peu tard à donner parce que les places sont prises. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est bien, on a un petit peu d'avance pour s'y préparer. Alors, comment on fait? Alors, déjà, je sais pas, tout le monde sait ce que le CES, j'imagine. En tout cas, 52e édition. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus grand salon high-tech du monde. Tout à fait, et qui s'est spécialisé depuis quelques années dans le monde des startups. Je voulais juste vous donner quelques chiffres pour montrer l'ampleur de ce CES. Donc, 255 000 mètres carrés, ce sont
900 startups qui sont venues l'année dernière, dont 289 françaises. Enfin, c'est juste Sur incroyable. 900 startups, il y en a 289. Et oui, c'est énorme. C'est énorme. Et donc c'est pour grosse délégation juste après les Américains. Après les États-Unis. Hein. Ouais. Et puis quelques chiffres que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont 12 000 valises perdues chaque année. Donc on verra dans les bons conseils que je vous donnerai tout à l'heure de faire attention à vos valises. On dort peu et pourtant on sort des fêtes. Donc faut se reposer pendant les vacances. Ça c'est mon premier conseil très concret. On sort des fêtes de fin d'année, puis après il y a des fêtes. Et après il y a des fêtes au CES. C'est moins de 4 heures par nuit dormir. Enfin je sais pas si c'est le cas pour vous, mais on a du mal à dormir. Alors je sais pas si à cause des fêtes, il y a le décalage horaire. Tout à fait. L'avion aussi parce que c'est loin. Hein. Alors voilà, tous mes conseils vont porter là-dessus pour essayer de se préserver un petit peu en amont et surtout d'être bien là le jour J. Allez, un dernier chiffre et puis on passe tout de suite au conseil. Ce sont 989 selfies avec Mounir Majoubi l'année dernière. Donc voilà, ça fait partie du deal. C'était sympa ce chiffre. Ça c'est clair. Alors comment on fait pour s'y rendre déjà? Au CES 2019, il y a des chances pour qu'il il y a des chances, hein, c'est un peu le salon de l'agriculture maintenant. Il y a tous les politiques sont présents. Donc comment faire pour y aller déjà? La première chose, c'est on peut soit y aller seul, c'est-à-dire on s'inscrit sur le site internet du CES, on présente son produit et ensuite on est peut-être qualifié. C'est un des seuls salons finalement au monde où il ne suffit pas d'avoir envie d'y aller, encore faut-il que l'organisateur vous accepte. Ça c'est le premier qui va sélectionner et dire ok vous pouvez venir. Ils vont regarder si votre produit est réellement un produit innovant, si vous ne l'avez pas déjà mis en marché, parce que si c'est le cas, ils ne vous acceptent pas. Ils vont regarder si vous êtes déjà venu plus de 2 fois. Si vous êtes à votre 3e fois, autant vous dire que vous serez disqualifié. Enfin voilà, il y a un certain nombre de critères qui font que des startups qui ont envie de venir ne sont pas qualifiés. Donc ça c'est le premier élément. Les critères sont plutôt positifs finalement. Positifs. Positifs pour vous journalistes. Mais oui, mais bien sûr. D'avoir une espèce de renouvellement de start-up régulier quoi. Le Eureka Park c'est le salon finalement des innovations portées par des startups. Donc à quel moment on n'est plus une innovation? On l'est à partir du moment où le marché l'a accepté, qu'on s'est déployé. Donc c'est un peu normal finalement. C'est la même innovation qui décolle pas et qui est présente depuis des années. Voilà, donc c'est peut-être le moment de l'abandonner. Hein. C'est peut-être le conseil qu'on peut donner. Ensuite, on peut venir aussi avec des délégations, notamment organisées par les pouvoirs publics, tels que Business France le font, les régions, et puis des structures privées comme le village ou d'autres structures. Ça, c'est le premier élément. Parce que vous avez vous-même votre propre délégation qui va partir au CES. Cette année, on a 18 startups de tous les réseaux du village qui seront avec nous. Même des startups italiennes. On aura une startup de Milan qui sera avec nous, du village de Milan, puisqu'on s'étend un petit peu partout dans le monde, et notamment en Italie. Alors ensuite, j'espère que vous y serez au CES ou pas cette année? Il y a de fortes chances. Vous avez déjà réservé votre avion ou pas? 9% de chance. Ouais, ça y est, on commence la réserve. Alors, le prix de l'avion, on le voit bien sur le CES, avec le nombre de Français qui partent, on a tendance à avoir les prix qui montent en flèche là sur le Paris-Las Vegas, qui est le seul, via Air France, qui est le seul opérateur qui propose ce trajet direct. Je le conseille, mais voilà, depuis peu de temps. Si vous êtes obligé d'avoir un stop aux US. Alors, il y a un stop. Moi, je conseille plutôt le stop à Londres, et ensuite d'avoir un vol direct Londres-Las Vegas. On n'a pas toujours le choix. Ça peut être effectivement un stop aux US. Attention à une chose, surtout pas de stop côte Est. Au mois de janvier, beaucoup d'intempéries. On a de fortes chances d'être retardé, et on sait que il faut arriver en pleine forme avec l'ensemble du matériel qu'on veut présenter. Ça te rappelle de mauvais souvenirs, ça? Oui, non, mais j'ai plein d'histoires là-dessus. Pendant 24 heures à cause des tempêtes de neige. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Prix d'avion entre 900 et 2500 €. Donc il faut s'y prendre tôt. Je ne sais pas si vous n'avez pas pris votre billet. Vous risquez de. Plus on attend, plus c'est cher. Plus on attend, plus c'est cher. Il y a d'autres dépenses. Il y a l'hôtel, il y a la nourriture, tous ces trucs-là. Prix actuel des chambres d'hôtel, $30. Prix cible au moment du CES, $120. Donc c'est le moment en tout cas de prendre rapidement des places. Je vous invite, si vous avez les moyens, d'être sur le strip, proche, j'allais dire, du Venetian, qui est l'hôtel dans lequel le Eureka Park se produit. Et il y a 2 hôtels que je peux vous recommander, que vous connaissez très bien, je crois, en tout cas, où l'écosystème est souvent présent. C'est le Link et c'est aussi le Flamingo. Voilà, là, vous comptez 110, 120 € la nuit. D'autres startups m'ont recommandé aussi de prendre du Airbnb. Alors, Airbnb, vous allez dans des maisons un petit peu éloignées du CES, ça vous oblige quand même à louer une voiture.
On circule très mal dans Las Vegas au moment du CES. Donc voilà, c'est... Fabrice, est-ce qu'il faut payer, je ne sais pas moi, le CES pour pouvoir exposer quand on est une start-up? Oui. C'est-à-dire que non seulement on est sélectionné... Et on paye. Et on paye. C'est magnifique, on paye pour y exposer. On paye pour y exposer. On va y payer, bien sûr, mais ça c'est vrai dans tous les salons, pour avoir la connexion Internet. On va payer aussi, bien sûr, la décoration de son stand. Quand vous passez par une délégation, privée ou publique, vous allez faire l'économie d'une grande partie de tous ces frais. Donc ça, c'est extrêmement important parce que quand on compte l'avion, la nourriture, l'hébergement, il faut compter déjà 3 000 € par personne, plus les stands, ça peut déjà faire un budget important dont il faut calculer quand même le ROI. Ayez en tête qu'en plus, lorsqu'on va au CES et qu'on est une startup, il faut être au minimum 3. Au minimum 3, pourquoi? Parce que c'est extrêmement fatigant. Pour faire la journée continue. Pour pouvoir faire la journée continue. Pour pouvoir aussi répondre à l'ensemble des questions des personnes qui passent sur votre stand. Attention à votre communication, que ce ne soit pas du franglais, que ce soit revu en tout cas par un vrai américain, en tout cas dont la langue native est l'anglais. Voire même certaines startups ont comme bon plan d'engager de jeunes américains sur leur stand pour faire le premier pitch en anglais et être dans l'allée et j'allais dire accrocher les passants. Il faut alpaguer les gens. Et puis il faut reconnaître les journalistes américains. Vous êtes connus par les journalistes français, mais par les startups françaises, mais les startups françaises ne connaissent pas forcément tous les journalistes américains. Donc d'avoir un américain natif, ça permet aussi d'accrocher un journaliste américain et de le ramener sur son stand. Fabrice, c'est pas un salon grand public le CES. Qui va au CES? Il y a des journalistes certes, mais il y a qui d'autre? Alors, il est grand public le samedi généralement, mais sinon on a effectivement plutôt des investisseurs, on a des distributeurs, des clients potentiels de ces startups et on a tout l'écosystème aussi d'accompagnement des startups français comme américains. Donc c'est plutôt un salon pro mais qui présente quand même de la tech grand public. Donc le samedi c'est plutôt du grand public. Dernière chose, dernier petit conseil ou oui, on a fini là Dernier petit conseil, allez, un petit conseil tout simple, tout bête. Quand on présente un service, on a souvent besoin d'un écran, d'un grand écran HD. Je vous déconseille de le ramener de France. Best Buy, sur place, c'est $250, écran 50 pouces HD. Puis quand vous avez terminé, vous le rendez à Best Buy et vous rentrez en France sans être encombré par cet écran. Donc ça, c'est des petites recettes, la petite astuce. On voit que Fabrice est le vieux baroudeur quand même du CES. Voilà. Bon, maintenant, la sélection de restaurants. Non, je plaisante. J'ai quelques bonnes adresses. Quelques bonnes adresses. Il suffira de m'écrire. Il faudra qu'on y aille ensemble, tiens d'ailleurs. On peut préciser qu'il y a un gros problème au CES, c'est les problèmes de communication. C'est paradoxal, mais on a beaucoup de mal à communiquer. La 4G, le Wi-Fi, tout ça, c'est très souvent saturé. Alors saturé, puis en plus il y a beaucoup d'interférences. C'est pigeons voyageurs, c'est ça? Beaucoup d'interférences avec tout le Wi-Fi, les Bluetooth et autres moyens de connexion sur place. Le paradoxe, c'est qu'on est dans un salon qui est la pointe des nouvelles technologies, on n'arrive pas à communiquer. Il faut quelques heures pour envoyer un SMS. Parfois, c'est un peu compliqué. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Rendez-vous au CES. À bientôt. Et on se retrouve le mois prochain pour, vous le savez, le conseil start-up du maire du village, Baïséa. Et bien voilà, ce village start-up est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain. Merci à Noémie Lefebvre-Marek et Jean-David Duarte qui ont réalisé ce live. Et on sera là le mois prochain, bien sûr. Portez-vous bien.